Je m'appelle Rowan Ashford et il y a 3 semaines, j'ai enterré ma fille unique. Elle s'appelait Rosie. Elle avait 8 ans. Elle adorait les documentaires spatiaux, dessinait des fusées et croyait que chaque douleur pouvait être apaisée par des autocollants pailletés et des crêpes à la banane. Le matin de ses funérailles, j'étais assise seule dans ma voiture devant le funérarium. La robe que je portais sentait encore le lys de la veillée et mes mains tremblaient sans cesse. Je fixais le dernier message de ma sœur. Un seul mot, ok. Pas, je suis désolée. Pas, je serai là. Juste, ok. Plus tard ce jour-là, j'ai compris pourquoi. Ma mère et ma sœur avaient maintenu la pendaison de crémaillère de Céleste. Celle qu'elles ne pouvaient pas reporter. Celle qui était apparemment prévue depuis des semaines. Elles ont qualifié les funérailles de Rosie D. Au revoir à une enfant qui a souffert pendant 12 mois d'agonie, un événement mineur. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Non pas comme les choses se brisent et s'effondrent, mais comme les choses se brisent et deviennent tranchantes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai appelé mon avocat. Cette histoire ne parle pas du deuil. Pas vraiment. Il s'agit de ce qui vient après. Lorsque les personnes en qui vous aviez le plus confiance choisissent la célébration plutôt que la mort de votre enfant, vous apprenez exactement quel genre de femme vous êtes. Et moi, j'ai appris que je ne suis pas le genre de femme à laisser passer ça. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 40 minutes avant d'avoir la force d'ouvrir la porte. Le funérarium se dressait devant moi, tout en bois sombre et fenêtres silencieuses, comme s'il avait été construit pour avaler le chagrin tout entier et ne laisser que du silence derrière lui. Je n'évitais pas d'entrer. Rosie était déjà là. À l'intérieur de ce bâtiment, à l'intérieur d'un cercueil dans lequel aucun enfant ne devrait jamais se trouver. J'avais juste besoin de sentir quelque chose de solide avant de devoir la lâcher prise à nouveau. Le téléphone a vibré sur mes genoux. Il était encore ouvert sur le dernier texto que j'avais envoyé à ma famille, Rosie est décédée. Les funérailles auront lieu vendredi à 10h. Céleste, ma sœur, avait répondu par un seul mot, ok. Pas, je suis désolée. Pas, je serai là. Juste ce, ok. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma mère jusqu'à présent. Son nom s'est affiché sur l'écran comme une malédiction. Je n'avais pas l'énergie de porter le téléphone à mon oreille, alors j'ai activé le haut-parleur. Rowan, a-t-elle dit d'un ton enjoué, comme si nous allions discuter d'un brunch. Je suis là, ai-je dit. Ma voix était à peine audible. Il y a eu un silence, puis, à propos des funérailles. J'ai tout de suite su. C'était comme être plongé dans la glace. Nous ne pourrons pas venir, a-t-elle dit. Nous avons promis à Céleste de l'aider pour sa pendaison de crémaillère. C'est prévu depuis des semaines. Je regardais par le pare-brise à travers un voile de larmes que je ne réalisais même pas être revenu. Sa pendaison de crémaillère, ai-je répété. C'est sa première maison, a poursuivi maman. Tu sais combien c'est important pour elle. Plus important que les funérailles de Rosie. Ne sois pas dramatique, a-t-elle lancé, sa voix passant d'une tristesse feinte à de la condescendance en un souffle. Tu as eu le temps de te préparer. Rosie est malade depuis 1 an. Ce n'est pas comme si c'était une surprise. Je ne lui ai pas répondu. J'ai raccroché, puis j'ai appelé Céleste. Elle a décroché après 2 sonneries, l'air agacé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu organises une fête le jour des funérailles de ma fille. La date a été fixée il y a des semaines, Rowan, a-t-elle dit d'un ton plat. Elle est déjà partie. Elle se fiche de savoir quel jour elle est enterrée. Moi, je suis vivante et j'ai besoin de fêter mon emménagement. J'ai senti le téléphone glisser de ma main, mes doigts soudainement étrangers et engourdis. Rosie avait l'habitude de dire que la maison dans laquelle Céleste emménageait, la vieille maison de grand-mère, était sa préférée. Elle adorait le carrelage rose de la cuisine et les marches grinçantes qui ressemblaient à des rires si on marchait juste comme il faut. Elle avait dit un jour, si une maison peut rendre quelqu'un heureux, peut-être qu'elle devrait rester dans la famille. Maintenant, cette maison accueillerait des étrangers buvant du vin pendant que le cercueil de ma fille descendait en terre. Je n'ai pas répondu à Céleste. Il n'existait aucun langage capable de la rejoindre là où elle avait choisi de se tenir.
À l'intérieur du funérarium, le directeur m'a accueilli gentiment. Ses yeux ont parcouru l'espace derrière moi comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un me suive. Il n'y avait personne. Pas un seul membre de ma famille n'est venu. Les sièges qui leur étaient réservés sont restés vides. Les photos de Rosie alignées dans le couloir, elle dans son costume d'Halloween de super-héros, elle soufflant les bougies de son dernier anniversaire, ressemblaient à des artefacts dans un musée que personne ne se souciait de visiter. Au cimetière, je me tenais seule. Le vent était vif. J'ai dit au revoir sans aucune main à tenir, pas même celle de ma mère. Plus tard dans la nuit, lorsque la pièce fut enfin silencieuse, je me suis assise sur le lit de Rosie, entourée des dessins qu'elle avait faits pour ses infirmières. Sa collection de pierres préférées bordait le rebord de la fenêtre. Dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose. Je ne pleurais pas seulement ma fille. Je pleurais l'illusion de la famille. Ils n'étaient pas juste absents. Ils avaient fait un choix, et j'étais sur le point de faire le mien. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai relu chaque message de ma mère et de Céleste, comme on gratte une croûte juste pour sentir la douleur. À 6h03 du matin, j'ai passé le premier appel qui comptait. Maître Caril était l'avocat de ma grand-mère depuis plus de 30 ans. Il a répondu au 3e coup de fil, sa voix rauque et polie, le genre de ton réservé aux veuves et aux mauvaises nouvelles. J'ai besoin de confirmer quelque chose, ai-je dit, sautant les politesses. La maison où vit Céleste, la maison de ma grand-mère, est-ce légalement la sienne? Il y a eu une pause, des papiers ont été déplacés. Puis sa voix est revenue, claire et ferme, non, l'acte est toujours à votre nom, mademoiselle Ashford. Nous n'avons jamais finalisé le transfert. Je l'ai ici même. J'ai regardé le plafond, clignant des yeux contre la lumière crue du matin. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Je lui ai donné les clés l'année dernière. Donner les clés n'est pas la même chose que donner la propriété, a-t-il dit doucement. Vous m'aviez dit de mettre les papiers en attente jusqu'à ce que les choses se stabilisent avec le diagnostic de Rosie. C'est revenu par fragments. La semaine après les funérailles de grand-mère, ma mère et Wayne assis à ma table de cuisine, le thé froid, leurs paroles douces et manipulatrices. Céleste a besoin d'un nouveau départ, avait dit maman en tournant sa cuillère avec une énergie nerveuse. Elle n'a rien. Tu as déjà ta propre maison, avait ajouté Wayne. J'étais trop vidée pour discuter, trop accablée par les horaires d'hôpital, la peur et les termes médicaux que je ne pouvais toujours pas prononcer. D'accord, avais-je dit. Elle peut l'avoir. Nous ferons les papiers plus tard. Plus tard n'est jamais venu. Maintenant, j'étais assise en face de Maître Caril, toujours vêtu de noir, les yeux rouges, les doigts crispés sur le bord de son bureau. Il y a 4 heures, j'enterrais mon enfant. Maintenant, je déterrais quelque chose d'autre, ultérieurement. Il y a autre chose, a-t-il dit. Vous m'aviez demandé l'année dernière de conserver les relevés financiers à des fins fiscales. Je les ai sortis. Il a glissé un dossier vers moi. Mon nom était sur l'onglet. Je l'ai ouvert lentement. La première page était un relevé bancaire, puis un autre, 5 ans de relevés, organisé par moi. Chacun montrait un virement constant de $2000 de mon compte à celui de ma mère. Même pendant les mois où Rosie était en traitement, même lorsque je vendais des éditions originales pour couvrir les frais médicaux, même le mois où j'avais épuisé ma carte de crédit pour payer des médicaments antinauséeux, mon estomac s'est retourné. Une page séparée était attachée à l'arrière. Un prêt automobile au nom de ma mère. $42 000, daté un mois après le diagnostic de Rosie. Une Mercedes. Je me suis redressée, l'air aspiré de la pièce. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de ma mère, besoin de plus ce mois-ci. L'assurance a augmenté. Comment va Rosie? Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert Instagram à la place. En haut de mon fil d'actualité, une photo postée il y a seulement 2 heures. Ma mère et Céleste, coupe de champagne levée, dans la cuisine de ma grand-mère. La légende disait, nouveau départ #béni #nouvelle maison #gratitude #famille d'abord. À l'arrière-plan, le miroir antique reflétait leur visage souriant. Un miroir qui avait appartenu à la femme qui m'avait élevée, qui avait destiné cette maison à être la 2e maison de ma fille.
Ce fut la fracture finale. Pas seulement leur absence, pas seulement leur égoïsme, mais le sourire derrière tout ça. Ce n'était pas de l'oubli. Ce n'était pas un mauvais timing. C'était de la cruauté, planifiée, emballée et partagée avec des hashtags. J'ai regardé Maître Caril. Que faudrait-il, ai-je demandé, la voix comme de l'acier, pour les faire sortir? Il n'a pas scié. Je vais préparer les documents. Et comme ça, la partie de moi qui avait l'habitude de flancher, de rationaliser, d'espérer, est morte avec ma fille. Ce qui restait ne serait pas ignoré. Je me suis donné jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le ciel prenne la même couleur lavande que le pull préféré de Rosie. Je me suis laissé aller une dernière fois. J'ai tenu son dernier dessin, à moitié terminé, colorié en dehors des lignes, et j'ai laissé la douleur s'installer comme du brouillard dans ma poitrine. Puis je me suis levée et j'ai appelé Maître Caril. Il avait déjà commencé les papiers d'expulsion. Le prochain appel était pour Noël. Nous n'avions pas parlé depuis les funérailles. Il est arrivé ce soir-là avec des clés USB, des impressions et la culpabilité d'un père qui n'a pas pu sauver sa fille, mais qui pourrait aider sa mère à récupérer quelque chose. Nous avons travaillé à la table de la cuisine, maintenant couverte de preuves. Capture d'écran de texto, photo d'anniversaire à l'hôpital, le message où j'annonçais à ma famille le décès de Rosie. Chaque message était marqué comme « lu ». Céleste avait répondu « OK ». Noël a glissé un email vers moi. « De ton propriétaire », a-t-il dit. Ma mère l'avait appelé, prétendant que j'étais mentalement instable et lui avait demandé d'envoyer mes paiements de loyer directement à elle. Il avait refusé, heureusement. Mais maintenant, je l'avais par écrit. Ils ne sont pas seulement sans cœur, ai-je dit. Ils sont calculateurs. Le lendemain après-midi, j'ai rencontré 2 policiers chez ma grand-mère. Je leur ai remis l'acte. Mademoiselle Ashford, a dit l'agent Brennan. Vous êtes la propriétaire légale. Oui, je l'ai toujours été. Céleste a ouvert la porte en pantalon de yoga, tenant un smoothie. Son visage s'est décomposé quand elle m'a vu. C'est ma maison, a-t-elle lancé. Non, ai-je dit. Tu as juste fait comme si. Les policiers ont expliqué le préavis de 48 heures. Céleste a fulminé, crié, maudit. Les voisins regardaient depuis leur porche. J'ai enterré ma fille seule, lui ai-je dit, pendant que tu buvais du champagne à sa mémoire. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures. Le lendemain matin, j'avais 4 caméras de sécurité installées et connectées au cloud. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ressentais quelque chose de plus aigu, le contrôle. Céleste n'est pas partie tranquillement. 2 nuits après la signification de l'avis d'expulsion, mon application de sécurité a vibré juste après minuit. Le détecteur de mouvement s'est déclenché. Puis le flux vidéo est passé en vision nocturne. Sa voiture était garée à mi-chemin de l'allée. Elle s'est dirigée vers l'arrière de la maison, quelque chose de métallique brillant dans sa main. La caméra l'a filmée en train de briser la fenêtre arrière d'un coup de batte. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé le 911. Ma sœur est en train de s'introduire chez moi. J'ai des images en direct. Elle a été expulsée légalement il y a 2 jours. Au moment où j'ai entendu les sirènes, j'étais déjà dehors, debout sur le trottoir, tenant mon téléphone, regardant. La voiture de police s'est arrêtée. L'agent Brennan est sorti. Son visage a exprimé la reconnaissance, puis quelque chose de plus sombre. C'est elle à l'intérieur, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Fenêtre arrière, vous verrez. Les policiers se sont approchés de la maison. Céleste a surgi par la porte d'entrée, tenant toujours la batte. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était strié de fureur. Tu as appelé les flics sur ta propre sœur? L'agent Brennan s'est placé devant elle. Madame, lâchez l'arme. Elle l'a laissé tomber en ricanant. C'est ridicule. C'est ma maison. Non, ai-je dit. Ce n'est pas le cas, et les caméras le prouvent. Ses yeux se sont portés vers l'objectif rouge clignotant installé sous l'avant-toit. Je veux porter plainte, ai-je dit au policier. Introduction par effraction, vandalisme. Elle devra remplir une déclaration,
a dit Brennan pendant que son partenaire lisait ses droits à Céleste. Ma sœur s'est débattue une fois, mais ils n'ont pas bronché. Les voisins regardaient en silence depuis les entrées et les porches. Personne n'a parlé. Le lendemain matin, ma mère est arrivée sur mon porche. Les yeux rouges, un sac à main serré contre sa poitrine comme une armure. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Rowan, ça va trop loin. Nous sommes une famille. Non, ai-je dit. Vous avez fait un choix. Vous avez abandonné Rosie. Elle ne voudrait pas cette division. Ne prononce pas son nom, ai-je dit, la glace coulant dans chaque mot. Son masque de chagrin a glissé. Sa voix est devenue dure. Tu as toujours été difficile. Si sensible. Megan pourrait perdre son travail à cause de ça. Elle aurait dû y penser avant de briser une fenêtre. Cet après-midi-là, une vidéo fortement modifiée est apparue sur Facebook. Céleste assemblait des morceaux de vidéosurveillance pour se faire passer pour la victime. Mais la vérité avait sa propre voix. L'institutrice de Rosie a commenté en premier, « J'étais aux funérailles. J'ai vu le premier rang vide. » Son infirmière en soins palliatifs est intervenue, « Je suis restée assise avec Rowan pendant les dernières heures de Rosie, seule. » Des photos des funérailles ont fait surface. Des dizaines de participants. Une rangée de sièges familiaux vides à l'avant. Et puis le département de santé du comté a fait une déclaration, « Mademoiselle Ashford a été mise en congé en attendant l'enquête. » Mon téléphone a sonné à nouveau. Ma mère. L'église pose des questions, a-t-elle dit, presque paniquée. La sœur de ton père a vu la vidéo. Ça pourrait détruire notre nom. Il ne s'agit pas de votre réputation, ai-je dit. Il s'agit de ce que vous avez fait. Elle a essayé de me blâmer. M'a traité de cruelle. A dit que je regretterais de les avoir coupés, mais pour une fois, je n'ai pas bronché. Mon avocat a confirmé, des lettres de mise en demeure ont été envoyées. Il leur est légalement interdit de publier des messages à votre sujet. Bien, ai-je répondu. Déposez les ordonnances restrictives ensuite. Et la maison? Je la donne, ai-je dit. À la Fondation du cancer des enfants. Un battement de silence, puis, compris. Cette nuit-là, j'ai parcouru le salon de ma grand-mère, maintenant vide. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'il était à moi. J'ai attrapé un morceau de papier plié derrière une rangée de livres. Le dessin de Rosie. Un bonhomme allumette avec des boucles en désordre et une cape rouge. Ma maman est une super-héroïne, pouvait-on lire dans son écriture. Cette fois, les larmes sont venues, non pas du chagrin, mais de quelque chose de plus pur, quelque chose comme la liberté. Le lendemain du jour où j'ai fait don de la maison, j'ai reçu une avalanche de messages. Certains provenaient de parents éloignés, ceux qui avaient autrefois partagé la vidéo de Céleste sans se poser de questions. Maintenant, ils offraient des excuses hésitantes, des explications maladroites. D'autres ne se sont pas donné la peine de s'excuser. Ils ont juste dit, « Je suis désolé », et en sont restés là. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Noël est passé plus tard dans la soirée. Il n'a pas apporté de fleurs ni de plats cuisinés, juste une enveloppe craft et 2 cafés. C'est tout, a-t-il dit en glissant le dossier sur mon comptoir. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des relevés bancaires, des chaînes de mai, toutes les preuves que nous avions rassemblées, la piste écrite montrant comment ma mère et ma sœur m'avaient soutiré de l'argent pendant que j'essayais de sauver la vie de ma fille. Autre chose, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Une dernière chose. La fondation a récolté plus de 12 000 $ au nom de Rosie. Les gens continuent de faire des dons. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine. Pour une fois, ce n'était pas le chagrin qui m'étranglait. C'était quelque chose de plus doux, quelque chose comme de la fierté. Plus tard ce soir-là, alors que je rangeais la boîte à dessin de Rosie, mon téléphone a vibré à nouveau. Une autre lettre recommandée, celle-ci de l'avocat de Megan. Je l'ai ouverte à l'évier pendant que le robinet coulait. C'était un cessez-le-feu déguisé en menace, une offre de régler les choses en privé et d'éviter de nouveaux dommages à la réputation de la famille. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste placé la lettre dans la déchiqueteuse et je suis retourné laver les pinceaux. Cette semaine-là,
j'ai enlevé les dernières cartes de condoléances. Non pas parce que je passais à autre chose, je déteste cette expression, mais parce que j'en avais fini d'être figé. La tombe de Rosie était encore fraîche, l'herbe n'avait pas encore poussé. Je me suis agenouillé près de sa pierre tombale, passant mes doigts sur les lettres gravées. Je t'ai toujours appris à être gentille, ai-je murmuré. Mais j'aurais dû t'apprendre à tenir bon aussi. J'apprends, je te le promets. En rentrant chez moi, une petite boîte m'attendait près de ma porte d'entrée. À l'intérieur, une seule marguerite et un mot écrit d'une main maladroite, j'ai entendu ce que ta famille a fait. Tu n'es pas seul. Il n'était pas signé. Ce n'était pas nécessaire. Je suis resté sur le porche pendant longtemps, regardant le soleil disparaître derrière la cime des arbres. L'air était encore frais. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me dise que j'avais fait ce qu'il fallait. La paix ne vient pas toujours du pardon. Parfois, elle vient du fait de s'éloigner les mains vides et de se sentir entière malgré tout. La peinture jaune beurre dans mon nouveau couloir captait la lumière du matin. Les dessins de Rosie tapissaient les murs. Fusées, capes, planètes, fleurs, tous encadrés de simples bordures en bois. Je touchais chacun d'eux en passant. Un rituel silencieux dont personne ne me questionnait. Cela ne me dérangeait pas. Le deuil m'avait appris à chérir ce que personne d'autre ne remarquait. Ce n'était pas une reconstruction. C'était un nouveau départ, avec des règles différentes, des murs différents, et personne d'autre à satisfaire que moi-même. Le mardi soir, j'animais un groupe de soutien au centre communautaire. 6 parents. Nous avions tous enterré un enfant. Nous n'échangions pas de platitudes ni de calendrier pour passer à autre chose. Nous parlions de la culpabilité, du silence, de la façon dont le temps s'était courbé autour de notre douleur. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette honnêteté, nous nous reconstruisions, fil par fil tremblant. Noël est venu une fois. Il s'est assis au fond et n'a pas dit un mot, il a juste écouté. Plus tard, il m'a dit que c'était la première fois qu'il se sentait compris depuis les funérailles. C'était suffisant. Un après-midi, la coordinatrice de l'hôpital a appelé. Les familles n'arrêtent pas de demander quand vous reviendrez, a-t-elle dit. Elles veulent plus de journées artistiques. Envisageriez-vous d'étendre le programme aux cliniques satellites? J'ai dit oui, sans hésitation, sans peur. Le lendemain matin, je suis allé sur la tombe de Rosie. L'herbe avait commencé à pousser, douce et brillante. Je me suis agenouillé et j'ai déposé un bouquet de marguerites à côté de sa pierre. Tu m'as rendue plus forte que je ne le pensais, ai-je murmuré. Et je te promets que j'utilise chaque once de cette force. En rentrant chez moi, une petite enveloppe m'attendait sous ma porte. À l'intérieur, un dessin de Lily, la petite fille d'Aax en grave côté. Un grand cœur rouge et des bonhommes allumettes se tenant la main sous un arbre. Le mot disait, tes fleurs m'ont fait sourire. J'aime ta maison. Je l'ai collé sur le réfrigérateur. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche, une tasse de thé à la main, regardant les étoiles s'allumer au-dessus de moi. Pour la première fois depuis un an, je ne me sentais pas hantée par ce que j'avais perdu. Je me sentais enracinée par ce que j'avais reconquis. La paix n'arrive pas toujours comme un lever de soleil. Parfois, elle s'installe tranquillement, ferme, sans s'excuser. Je ne les avais pas seulement survécues. Je les avais éclipsées.